Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Je suis bien placé pour tourner à gauche à la prochaine intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme tu le vois ici, on est dans une voie qui est délimitée par des lignes épaisses discontinues. Donc, les lignes épaisses discontinues viennent matérialiser une voie réservée. Alors, des voies réservées, il y en a plusieurs. Ici, comment savoir quelle est cette zone réservée? On regarde le marquage au sol. Ici, on voit que cette voie réservée, elle est réservée aux gens qui tournent à gauche, comme le montre la flèche au sol. C'est ce qu'on appelle une voie de stockage. Donc, cette voie est réservée aux véhicules qui tournent à gauche à la prochaine intersection. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 2. Cette signalisation indique un passage à niveau. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, cette signalisation que tu vois, ça s'appelle une balise à passage à niveau. Il en existe 3 types. Une balise avec 3 bandes, une balise avec 2 bandes et une autre balise avec une seule bande. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quand tu croises une balise de passage à niveau avec 3 bandes, cela voudra dire que tu te trouves à 150 mètres du passage à niveau quand tu es hors agglomération. Si tu vois une balise à 2 bandes, ça veut dire que tu es situé à 100 mètres du passage à niveau. Et si tu vois une balise à une seule bande, alors tu es situé à 50 mètres du passage à niveau. Donc, pour répondre à la question, est-ce que cette signalisation indique un passage à niveau? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 3. Je suis en agglomération éclairée. Je circule. Réponse A, en feu de route. Réponse B, en feu de croisement. Alors ça, c'est une question de cours basique. Donc ici, on est en agglomération éclairée. Donc, je peux circuler en feu de croisement et également en feu de position. Par contre, les feux de route sont strictement interdits. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 4. Pour avoir une meilleure visibilité. Réponse A, je m'approche du véhicule devant moi. Réponse B, je m'éloigne du véhicule devant moi. Alors, effectivement, lorsque vous allez avoir, par exemple, un poids lourd devant vous, vous allez voir que votre visibilité va être très faible. Alors, regarde l'animation. Ici, on est très proche du poids lourd.
Notre champ de vision apparaît ici en vert. En rouge, c'est le champ de vision qui est obstrué par le poids lourd. Tu remarqueras que si tu t'éloignes du poids lourd, alors ton champ de vision en vert est plus grand et donc ta visibilité est plus grande et devient meilleure. Donc, pour avoir une meilleure visibilité, je m'éloigne du véhicule devant moi. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 5. Je peux dépasser ce piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, tu remarqueras que devant nous, donc, on a un piéton à droite qui prenait son chien. Et, surtout, on a une ligne blanche continue. Alors, tu peux dépasser le piéton à condition de le dépasser en chevauchant la ligne blanche. Hein. Tu n'as pas le droit de le dépasser en franchissant la ligne blanche. C'est-à-dire d'avoir les 4 roues à l'extérieur de cette ligne. Tu dois donc chevaucher, c'est-à-dire avoir 2 roues à l'intérieur de la ligne et les 2 roues à l'extérieur de la ligne. Bien sûr, il faudra respecter un intervalle de sécurité, mais ce n'est pas la question ici. Donc, ici, est-ce que je peux dépasser ce piéton? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 6. Je peux transporter un chargement sur le toit de mon véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors oui, tu peux transporter un chargement sur le toit de ton véhicule, mais il y a des conditions. Tout d'abord, il y a des conditions de dimension. C'est-à-dire, le chargement, déjà, ne doit pas dépasser l'aplomb avant du véhicule. Concernant la partie arrière, le chargement peut dépasser de 3 mètres l'aplomb arrière de ton véhicule. Par contre, si le chargement dépasse 1 mètre à l'arrière, alors tu devras positionner une signalisation adéquate, réfléchissante. Concernant la largeur, le chargement ne doit pas dépasser 2,55 m. Ensuite, il y a aussi une condition de charge. Tu dois vérifier que ton poids total à charge ne dépasse pas le poids total à charge constructeur. Pour ça, il faut que tu ailles dans ton certificat d'immatriculation et tu regardes la rubrique F2. Attention, c'est pas fini. Il faut aussi que tu t'assures que tes roues puissent reprendre ces charges. Pour ça, c'est très simple. Il faut que tu ailles regarder sur le flanc de ta roue. Donc sur le flanc de ta roue, tu auras ce qu'on appelle un indice de charge. Ici par exemple, l'indice de charge, c'est 87. Une fois que tu as ce chiffre, il faudra que tu ailles dans le tableau d'indice de charge pour savoir à quelle masse elle correspond. Donc ici, 87 correspond à une charge maximale de 545 kg pour cette roue. Donc, pour répondre à la question, est-ce que je peux transporter un chargement sur le toit de mon véhicule? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 7. Je peux dépasser ce véhicule? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, tu vois,
pour répondre à cette question, il faut savoir dans quel type de route tu roules. Et pour ça, il faut bien connaître son code de la route. Comment savoir sur quel type de route je roule en général? Eh ben, on regarde les marquages au sol. Qu'est-ce qu'on voit sur les lignes de rive à gauche? Ben, on voit des lignes de rive qui sont des traits pointillés. Qu'est-ce que ça nous indique? Bah, ça nous indique qu'on n'est pas dans un sens unique. Si la ligne, elle avait été une ligne continue, ça veut dire qu'on est sur une voie à sens unique et j'aurais pu dépasser tranquillement. Là, on est sur une route à double sens de circulation. Donc, si je double là, avec très peu de visibilité, comme vous voyez bien, on a très peu de visibilité. Si je double, il y a une probabilité pour qu'une voiture arrive en sens inverse. D'accord? Donc ici, je ne peux pas dépasser de véhicule parce que je suis sur une route à double sens de circulation. Si j'avais été sur une route à sens unique, là j'aurais pu dépasser. Peu importe la visibilité. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 8. La polyconsommation alcool médicaments augmente le risque d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors oui, effectivement, mélanger les drogues et les médicaments vont augmenter le risque d'accident sur la route. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 9. Ce panneau indique une entrée de zone d'obligation d'équipement en période hivernale. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ce panneau, on appelle ça un panneau B58, donc qui est effectivement, qui indique une entrée de zone d'obligation d'équipement en période hivernale. Alors, on va voir deux choses déjà. Donc, c'est quoi une période hivernale et c'est quoi les équipements obligatoires? Alors, la période hivernale, elle est fixée par décret, c'est entre le 1er novembre et le 31 mars. Donc, entre le 1er novembre et le 31 mars, si vous voyez ce panneau, il faut obligatoirement que vous ayez des équipements pour la période hivernale. Alors, c'est quoi ces équipements pour la période hivernale? Ce sont des dispositifs antidérapants. Ah oui, mais c'est quoi des dispositifs antidérapants? Alors, il y en a plusieurs. Vous avez les chaînes métalliques. Alors, à savoir que les chaînes métalliques, il est obligatoire d'en avoir au moins 2 sur les 2 roues motrices. Donc, vous pouvez aussi également mettre des chaussettes, c'est un peu plus facile à disposer. Ou alors avoir des pneus hiver. Alors, c'est quoi des pneus hiver? Les pneus hiver, c'est des pneus avec le marquage 3PMSF. Donc ça veut dire Tri-Peak Mountain Snowflake. Et donc ça, les pneus hiver, il faut en avoir sur toutes les roues. Alors vous allez voir, sur la roue, il y aura soit marqué 3P MSF, soit il y aura une montagne à 3 pics avec un flocon de neige dessus. Donc ici, la bonne réponse, c'est la réponse A. Ce panneau indique bien une entrée de zone d'obligation d'équipement en période hivernale. Question numéro 10. J'appelle les urgences en composant le 112. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je suis géolocalisé avec cet appel. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors, en fait, le 112, c'est un numéro d'urgence européen. Donc il est valable partout en Union européenne. Il est gratuit. Et en plus de ça, lorsque vous appelez le 112, vous êtes directement géolocalisé. Donc les bonnes réponses ici vont être les réponses A et C. Question numéro 11. Le constat amiable papier, réponse A, est obligatoire à bord du véhicule. Réponse B, doit être envoyé à l'assureur sous 5 jours. Alors, le constat amiable papier n'est pas obligatoire à bord du véhicule, d'autant plus qu'aujourd'hui, on a accès donc à nos portables et donc l'application e-constat. Par contre, le constat amiable, si vous le remplissez, vous devez l'envoyer à votre assureur dans un délai de 5 jours. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 12. Je dépasse le van et le camion sans me rabattre. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, ici, si vous regardez bien, on roule à peu près à 124 km/h. On est donc sur autoroute. Et sur notre voie de droite, on a un van gris avec une remorque. Et un peu plus loin, on a un poids lourd. Donc ici, on a affaire à deux véhicules qui, de manière réglementaire, vont rouler beaucoup moins vite que moi. Hein. En l'occurrence, un poids lourd, sur autoroute, sa vitesse est limitée à 90 km/h. Donc là, nous, on roule à 124. Donc il y a plus de 30 km/h qui nous séparent. Donc effectivement, dans cette situation, on va dépasser ces deux véhicules en un seul tenant. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 13. L'acuité visuelle minimum requise pour la conduite est de réponse A, 5 dixièmes pour les deux yeux au total. Réponse B, 5 dixièmes pour chaque œil. Alors, l'acuité visuelle minimum requise pour la conduite est de 5 dixièmes au total pour les deux yeux. La bonne réponse ici est la réponse A. Alors clairement ici c'était une question basique, une notion de cours basique. Donc si tu as eu faux à cette question, je t'encourage vivement à aller te former sur notre plateforme de formation ou ailleurs. Question numéro 14. Le marquage au sol m'autorise à dépasser le cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans ce contexte, je peux dépasser ce cycliste. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ça c'est un point qu'on a vu à plusieurs reprises hein, dans les vidéos YouTube.
et également donc, dans l'information. Alors, est-ce que le marquage au sol m'autorise à dépasser le cycliste? Comme vous le voyez ici, on a une ligne blanche. Donc, est-ce que lorsqu'on a une ligne blanche, on peut dépasser un cycliste? Bon, la réponse est oui, mais à plusieurs conditions. Rappelez-vous, il y a une nuance entre franchissement et chevauchement. C'est-à-dire que là, vous pouvez dépasser le cycliste à condition que vous chevauchiez la ligne blanche. Donc, on va revenir donc, sur la notion de chevauchement et de franchissement. Là, par exemple, dans ces petites animations, voilà, vous pouvez dépasser le vélo si vous chevauchez la ligne. Par contre, si vous la franchissez, c'est-à-dire si les 4 roues sont à l'extérieur, alors ça, c'est interdit. Par contre, si vous chevauchez, c'est-à-dire que vous avez toujours les 2 roues à l'intérieur de la voie, c'est ce qu'on appelle un chevauchement. Et donc là, pour le coup, c'est autorisé, même avec une ligne blanche. Ensuite, deuxième question. Dans ce contexte, est-ce que je peux dépasser ce cycliste? Si vous regardez bien, lorsqu'on regarde au loin, on a un virage très serré. En fait, on a une très mauvaise visibilité de ce qui se passe à environ 50 mètres. D'ailleurs, si vous regardez bien, et ça aussi on l'a vu à plusieurs reprises, on a ce qu'on appelle des balises à chevrons. Donc ces balises à chevrons vous avertissent d'un virage dangereux. Donc ici, on ne peut pas dépasser le cycliste. Certes, on est autorisé à dépasser par le marquage au sol, mais dans ce contexte de manque de visibilité, on ne pourra pas dépasser le cycliste. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Question numéro 15. Dans cette situation, je peux aller tout droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux, réponse C, tourner à gauche. Réponse D, tourner à droite. Alors, sur cette intersection, comme vous le voyez à votre droite, il y a un panneau d'obligation avec une flèche à gauche, une flèche à droite. C'est tout simplement la fusion de ces 2 panneaux. Donc, ce panneau veut dire que vous êtes obligé soit de tourner à droite, soit de tourner à gauche. Ça sous-entend qu'il est interdit d'aller tout droit. D'ailleurs, si vous regardez bien l'intersection, juste en face de vous, la rue est en sens interdit dans votre sens de circulation. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses B, C et D. Question numéro 16. Parmi ces documents, les documents obligatoires à bord du véhicule lors de la conduite sont: réponse A, le permis de conduire. Réponse B, la carte grise. Réponse C, l'assurance. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va énumérer les documents obligatoires lors d'un contrôle de police ou lors de la conduite d'un véhicule. Tout d'abord, vous avez le permis de conduire. Ensuite, le certificat d'immatriculation. Et en dernier lieu, la preuve d'un contrôle technique valide. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir le procès-verbal du contrôle technique. Le simple timbre accolé sur le certificat d'immatriculation ou la vignette accolée sur le pare-brise suffisent. Concernant l'assurance, alors, bien sûr, selon le code des assurances, vous êtes obligatoirement, vous êtes obligé d'assurer votre véhicule. Cependant, vous n'êtes pas obligé de posséder l'assurance dans votre véhicule. Pourquoi ?
Parce que depuis avril 2024, les agents de police ont accès à un fichier qu'on appelle le fichier FVA, fichier des véhicules assurés. Donc, ils savent si votre véhicule est assuré ou pas. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et B. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 17. Les aires d'autoroute sont situées tous les... Réponse A, 20 km. Réponse B, 30 km. Réponse C, 40 km. Réponse D, 10 km. Alors, il faut savoir que les aires d'autoroute sont situées tous les 20 km. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 18. Je peux charger mon véhicule électrique. Partant de pluie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Partant de neige. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, les prises qui ont été conçues par les constructeurs passent par un cahier des charges assez strict. Donc, les systèmes d'alimentation, notamment les prises, sont dotés de systèmes de protection. Donc, effectivement, il n'y aura aucun risque d'électrocution, par exemple. Donc, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 19. Cette signalisation indique... Réponse A, une ZFE. Réponse B, une zone interdite à tous les véhicules. Réponse C, une zone interdite à tous les véhicules thermiques. Réponse D, une zone interdite aux véhicules disposant d'une vignette critère 4. Alors, comme tu le vois ici, on a une signalisation assez particulière. Mais d'abord, porte ton regard sur ce qu'il y a sur le panneau de zone. Alors, je pense que 90% des gens qui regardent cette vidéo ne connaissent pas ce panneau. Est-ce que tu connais la signification de ce panneau ? Si tu ne le connais pas, je te conseille vraiment de te former. Ce panneau-là, ce panneau-là que quasiment personne connaît, c'est un panneau interdisant la circulation de tous les véhicules, même les vélos. Alors attention, ça c'est un panneau. Lorsque ce panneau est inclus dans un panneau de zone, il a une autre signification. Il interdit l'accès de tous les véhicules
Dans cette zone, excepté les véhicules disposant d'une carte mobilité inclusion, excepté les véhicules d'intérêt généraux, excepté les cyclistes. De plus, comme tu peux le voir ici, ce panneau de zone est accompagné d'un panonceau. Ce panonceau qui précise le panneau qu'il y a juste au-dessus. Et qu'est-ce qui a marqué dans ce panneau? Sauf catégorie. Et puis bon, là, il y a la catégorie des véhicules qui sont acceptés. Et c'est quoi ces petits numéros que tu vois sur le panonceau? Ben, c'est les vignettes. C'est le numéro des vignettes qu'il y a sur les véhicules. Donc, qu'est-ce que veut dire cette signalisation? Ça veut dire que dans cette zone, donc après ce panneau, dans cette zone, la circulation est interdite à tous les véhicules, sauf exception bien sûr, sauf les véhicules qui possèdent une vignette, critère 1, 2, 3 et véhicule vert. C'est ce qu'on appelle une zone à faible émission. Vous savez, c'est tout nouveau, ce qu'on appelle une ZFE. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 20. Les usagers les plus impliqués dans les accidents avec les tramways sont: réponse A, les cyclistes, réponse B, les trottinettes, réponse C, les véhicules légers, réponse D, les piétons. Alors là, c'est vraiment une question de cours simple. Hein. C'est soit vous savez pas. Donc ici, je vous montre donc le document que vous retrouverez dans la formation. Et effectivement, les usagers les plus impliqués dans les accidents avec tramway sont les véhicules légers. Donc la bonne réponse ici est la réponse C. Question numéro 21. Dans cette situation, je peux encore tourner à droite. Oui, réponse A, non, réponse B. Je continue tout droit. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, si tu regardes bien le rétroviseur, on a une voiture qui va nous dépasser par la droite et qui est déjà dans la voie de droite. Donc ici, on ne peut plus tourner à droite. Est-ce que je dois continuer tout droit? Eh bien oui, car on n'a plus le choix. Donc les bonnes réponses ici vont être les réponses B et C. Question numéro 22. Les ceintures de sécurité sont obligatoires seulement à l'arrière? Oui, réponse A. Non, réponse B. Ont une résistance de 3 tonnes? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, bon à savoir, les ceintures de sécurité sont obligatoires à l'avant et à l'arrière. Elles ont effectivement une résistance de 3 tonnes. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Question numéro 23. Cette notice me permet A. De connaître le PTAC du véhicule, B. De connaître la pression des pneus,
c'est de connaître la taille des pneus. Alors, ce document permet de connaître la taille des pneus avant et arrière. Il me permet aussi de connaître la pression des pneus en charge normale et ensuite en charge importante. Et donc, il ne me permet pas de connaître la PTAC du véhicule. Les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 24. La chaussée est à double sens de circulation. Réponse A, sur 5 km. Réponse B, dans 5 km. Alors ici, on a un panneau donc d'indication jaune. Donc panneau d'indication jaune, donc panneau temporaire. Ici, ce panneau indique que on est sur une chaussée à double sens de circulation avec une flèche vers le haut, une flèche vers le bas. Ce panneau est accompagné d'un panonceau qui vient préciser le panneau du haut. Donc sur ce petit panonceau, il est indiqué que la chaussée sera à double sens sur 5 km. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 25. Ce camion transporte des matières dangereuses. Oui, réponse A, non, réponse B. Ce camion transporte des matières inflammables. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, comme tu le vois, ce camion possède une plaque orange qu'on appelle plaque code de danger. Cela signifie que ce camion transporte des matières dangereuses. Également, juste à gauche, ce camion a aussi une plaque losange qu'on appelle plaque symbole de danger qui indique le symbole du danger. Ici, ce symbole indique que ce camion transporte des matières inflammables. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 26. Cette commande permet de régler les rétroviseurs extérieurs. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, cette commande, il n'y a que le conducteur qui l'a au niveau de sa portière. Si vous regardez bien, tout en bas, il y a un bouton. Ce bouton, c'est le verrouillage des vitres de toute la voiture. C'est-à-dire que lorsque c'est activé, lorsque vous appuyez dessus, il n'y a que vous qui puissiez lever ou descendre une vitre. Alors, juste au-dessus, vous voyez, il y a 4 boutons avec des vitres. Ça, c'est les commandes de chaque vitre du véhicule. En bas pour les vitres arrière, en haut pour les vitres avant. Et puis, tout au-dessus, vous voyez, il y a d'autres boutons. Ces boutons-là, ils sont réservés au réglage des rétroviseurs extérieurs. Alors, sachez que chaque modèle de voiture a des commandes différentes. Donc, les commandes diffèrent d'un modèle de voiture à l'autre. Comment ça fonctionne le réglage des rétroviseurs ? Par exemple, sur cette commande, il faut juste
tirer le loquet à droite pour régler le rétroviseur de droite. Et ensuite, appuyer sur les boutons flèche vers le haut, vers la gauche, vers la droite, vers le bas pour régler le rétroviseur. Ensuite, si tu veux régler le rétroviseur de gauche, tu dois pousser le loquet à gauche et ensuite régler le rétroviseur. Donc ici, pour répondre à la question, est-ce que cette commande permet de régler les rétroviseurs extérieurs? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 27. Je peux prendre la voie de droite pour aller à Toulouse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour aller à Castres. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, deux choses ici. Si tu regardes bien le marquage au sol, tu as devant toi une ligne de dissuasion. Donc, une ligne de dissuasion te dissuade de la franchir. Sauf à deux conditions. Pour dépasser un véhicule lent et pour te rabattre après avoir dépassé un véhicule lent. Ce sont les deux seules conditions pour franchir cette ligne. Alors, regarde ici. En plus de ça, en haut à droite, sur le rétroviseur, tu vois que on a un camion qui est sur la voie de droite. Donc, ici, pour aller à Toulouse, est-ce que je peux prendre la voie de droite? Non, je ne peux pas prendre la voie de droite car ligne de dissuasion plus une voiture, un camion sur cette voie. Est-ce que je peux aller à Castres? Sûrement pas. C'est une ligne de dissuasion, donc on ne la franchit pas pour aller à Castres. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et D. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord? Ne pensez pas ça. C'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment, ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça, c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement, vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 28. Question numéro 25. Je roule à 80 km/h, ma distance de sécurité est bonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, avant de répondre à la question, il faut savoir que les nouveaux examens, donc issus
de la nouvelle réforme prennent toujours en compte au moins une question sur les distances. Distance de sécurité, distance d'arrêt, distance de freinage, distance durant le temps de réaction. Donc il faut que vous sachiez absolument calculer ces distances. Donc pour ça, vous pouvez aller dans la formation, mais en tout cas, vous allez toujours avoir, sur la série de 40 questions, un calcul de distance. Alors, pour revenir à notre question, on va se baser sur les lignes de rive. Donc, vous savez que les lignes de rive, les tréplins font 3 mètres, les intervalles 3 mètres 50. Donc la distance de sécurité, elle est au moins égale à la distance parcourue en 2 secondes. Bon, petit rappel quand même pour ceux qui ne le savent pas. Donc la vitesse est de 80 km/h. Le chiffre des dizaines, c'est 8. Donc, tout d'abord, on multiplie le chiffre des dizaines par 3. Donc 3 fois 8, qui donne 24. Puis ensuite, le résultat, donc 24, on le multiplie par 2, ce qui donne 48. Et ce qui nous donne donc une distance de sécurité de 48 mètres. Ici, au vu des intervalles de rive, enfin des lignes de rive plutôt, on voit qu'on est vraiment en dessous des 48 mètres. Là, on doit être... il y a 2 lignes blanches, une ligne, une intervalle. Donc on doit être à 3 mètres, 3 mètres, 3,5. On n'est même pas à 10 mètres là. Voilà. On n'est même pas à 10 mètres de la voiture qui nous devance. Donc on est vraiment très très loin de la distance de sécurité qui est de 48 mètres. Donc la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 29. Je suis sur autoroute. Je me prépare à dépasser le camion. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, tu vois, il y a plusieurs choses. Remarque tout d'abord que dans le rétro gauche, il n'y a personne. Ensuite, en face de nous, il y a un camion. Et si tu remarques bien, il y a moins de 2 lignes de rive qui nous séparent. Donc, la distance de sécurité n'est pas du tout adaptée. Ensuite, la troisième chose qu'il faut regarder, c'est notre compteur. On roule à 113 km/h. Cependant, comme tu le sais déjà, un camion sur autoroute a une vitesse maximale de 90 km/h. Donc, ici, il y a plus de 13 km/h qui nous séparent entre nous et le camion. Donc, effectivement, on se prépare à dépasser le camion. Donc, ici, la bonne réponse, c'est la réponse A. Question numéro 30. Question numéro 19. La roue de secours est obligatoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, la roue de secours n'est plus obligatoire. D'ailleurs, énormément de constructeurs la remplacent par ce qu'on appelle un kit anti-crevaison. Donc, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 31. Je règle le volant en fonction. Réponse A, de la longueur de mes bras. Réponse B, de l'inclinaison du dossier. Réponse C, du réglage des rétroviseurs. Réponse D, de la visibilité du tableau de bord. Alors là, encore une fois, c'est une question de cours. Si vous êtes trompé à cette question, je vous invite vivement à aller dans la formation. Donc ici, je règle le volant en fonction donc de la longueur de mes bras, de l'inclinaison du dossier et de la visibilité du tableau de bord. Les bonnes réponses sont les réponses A, B
et D. Question numéro 32. La chaussée est habituellement en sens unique. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors là, on voit qu'on est dans une chaussée avec des travaux et comme le panneau jaune le montre, à double sens. Mais habituellement, regardez encore sur le côté gauche, on a une ligne blanche. Donc habituellement, cette route était en sens unique. Donc la bonne réponse ici, c'est la réponse A. Question numéro 33. Le taux d'alcool délictuel pour un permis probatoire est de réponse A, 0,8 g par litre de sang. Réponse B, 0,4 mg par litre d'air. À partir de ce taux, le risque d'accident est multiplié par 15, réponse C, 10, réponse D. Encore une fois, ça c'est des questions vraiment qu'on voit souvent. Donc ici, le taux d'alcool délictuel pour un permis probatoire, il est de 0,8 g par litre de sang, ce qui correspond à 0,4 mg par litre d'air expiré. C'est le même que pour un permis normal. Donc à partir de ce taux, le risque d'accident, lui, il est multiplié par 10. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses A, B et D. Question numéro 34. En attendant les secours, je donne à boire à la personne accidentée. Oui, réponse A, non, réponse B. Je déplace la personne, si elle est mobile, en dehors de la chaussée. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, petit rappel, lors d'un accident avec dommages corporels, n'oubliez pas la règle du PAS, du pas. Donc, protéger tout d'abord, alerter, et ensuite secourir. Ici, la question précise en attendant les secours, c'est-à-dire que l'étape de protéger et d'alerter a déjà été réalisée. Alors, comment s'occuper d'une personne qui doit être secourue ? Alors, tout dépend de deux choses. Est-ce qu'elle est consciente ou est-ce qu'elle est inconsciente ? Alors, si elle est consciente et qu'elle peut se déplacer, alors effectivement, on l'aide à sortir de la chaussée. Voilà. Une fois en dehors de la chaussée, on lui donne une petite couverture de survie et on lui parle. On n'arrête pas de lui parler. C'est très important parce que ça permet de garder la personne consciente. Alors, si elle est inconsciente, alors là, c'est différent. Donc, toujours, on ne donne ni à boire, ni à manger, quoi qu'il arrive, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Mais dans ce cas-là, vu qu'elle est inconsciente, on va la mettre en ce qu'on appelle en PLS, en position latérale de sécurité. Une fois que la position latérale de sécurité a été mise en place, pareil, on lui met par-dessus une couverture de survie et on attend les secours. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Alors, attention concernant les questions sur les premiers secours. Donc, tout ce qui est dit sur le thème des premiers secours et que vous retrouverez dans ces vidéos n'est valable que pour le passage de l'examen théorique du code de la route. Donc, je répète, ce qui est dit sur le thème des premiers secours et que vous retrouverez dans ces vidéos
ne sont valables que pour passer l'examen du code de la route. Ensuite, vous oubliez. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que pour pouvoir secourir une personne, il faut être formé. Donc pour ceux qui souhaitent savoir secourir une personne, il faut passer votre formation PSC1, c'est-à-dire l'apprentissage des premiers secours que vous retrouverez sur Internet. D'accord? Donc ce qui est dit ici dans ces vidéos concernant le terme des premiers secours n'est valable que pour passer l'examen du code de la route. D'accord? Ils ne sont pas valables dans la réalité. D'accord? Si vous voulez secourir quelqu'un dans la vraie vie, eh ben, il faut passer votre formation de premier secours, au moins PSC1. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 35. La signalisation motorise le dépassement du cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, on a certes une ligne blanche. Alors, vous pouvez dépasser un usager vulnérable, que ce soit un cycliste ou même parfois même un piéton, lorsque vous avez une ligne blanche, seulement si vous chevauchez la ligne blanche. Il ne faut pas la franchir, il faut la chevaucher. Et bien sûr, ici, on est sur route, donc laissez un intervalle de sécurité de 1,50 m. Donc ici, est-ce que la signalisation motorise le dépassement du cycliste? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 36. Mon véhicule n'a pas de place arrière. Je peux transporter, réponse A, un adulte, réponse B, un enfant de 9 ans, réponse C, un enfant sur un siège à coque face à la route. Alors, j'adore cette question parce que ça montre si oui ou non vous connaissez bien le code de la route. D'ailleurs, par exemple, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un siège à coque, ça va être compliqué de répondre à cette question. Bon, c'est pas grave, vous êtes là pour apprendre, vous êtes dans un processus pédagogique, donc c'est ce qu'on va faire. Alors, pour répondre à cette question, il faut déjà revenir sur la réglementation. Il faut que tu saches que y a deux catégories de passagers. Tu as les passagers de plus de 10 ans et les passagers de moins de 10 ans. Alors, les passagers de plus de 10 ans, eux, peuvent s'installer sur les places arrière et sur les places avant d'un véhicule. Par contre, les passagers de moins de 10 ans, eux, ça va être vraiment différent. Premièrement, ils devront être installés sur des sièges adaptés répondant à une certaine homologation. C'est ce qu'on va voir après. En plus de ça, les enfants de moins de 10 ans ne peuvent pas s'installer à l'avant d'un véhicule. Ils sont obligés d'être installés à l'arrière. Par contre, il y a 3 exceptions. Donc, tu peux installer un enfant de moins de 10 ans à l'avant si le véhicule ne dispose pas de place arrière, si toutes les places arrière sont déjà occupées par des enfants de moins de 10 ans, et si tu utilises un siège à coque, alors un siège à coque c'est ça, que tu places dos à la route et en désactivant l'airbag passager. Alors, pour répondre à la question, il faut revenir à quels sont ces sièges adaptés pour les enfants de moins de 10 ans. Alors, ces sièges adaptés répondent à une réglementation
qui va découler une homologation. Alors, il existe 2 homologations pour les sièges enfants. Vous avez l'ancienne homologation, qu'on appelle l'homologation R44. Hein, tiens, d'ailleurs, je vous ai mis ici l'étiquette qu'il y a sur ces sièges. Donc, vous voyez bien, hein, il y a marqué en bas R44. Et cette homologation classifie les sièges selon le poids de l'enfant. Hein, vous voyez ici, il y a marqué 9 kg, 18 kg. Ça, c'est l'ancienne réglementation, on ne va pas en parler. La nouvelle réglementation, elle, c'est ce qu'on appelle la réglementation R129. Donc, si vous regardez bien, ici, c'est l'étiquetage qu'il y a sur les sièges de cette homologation. Donc, il y a bien marqué ici le numéro de l'homologation, 129, et cette homologation classifie les sièges selon, cette fois-ci, la taille de l'enfant. Et regardez ici, il y a marqué quoi ? 100, 150 cm. Alors, dans cette homologation, il existe 3 grands types de sièges pour enfants. Tout d'abord, vous avez le siège à coque qu'on a vu tout à l'heure. Donc, ce siège à coque, c'est pour les enfants qui mesurent jusqu'à 83 cm. Ce siège à coque, vous pouvez le placer à l'arrière du véhicule face à la route, mais également à l'avant du véhicule, à condition qu'il soit placé dos à la route et que l'airbag passager soit désactivé. Ensuite, vous avez le siège qu'on appelle baquet, qui sont adaptés pour les enfants qui ont une taille allant jusqu'à 1 mètre. Ces sièges baquets, vous pouvez seulement les installer à l'arrière du véhicule, donc face à la route. En dernier lieu, vous avez ce qu'on appelle le siège avec dossier. Ça, c'est pour les enfants de moins de 10 ans qui mesurent plus de 1 mètre. Ce siège-là, vous pouvez les placer à l'arrière du véhicule, mais également à l'avant du véhicule. Hein, par exemple, si les sièges arrière sont déjà occupés par des enfants de moins de 10 ans, ou si la voiture ne dispose pas de siège arrière. Alors attention, ce siège-là, vous n'avez pas le droit de le placer dos à la route. Ce siège-là, il faut le placer face à la route. Et il faut activer cette fois-ci l'airbag passager, contrairement au siège à coque. Donc maintenant que vous savez tout ça, pour répondre à la question, regardez bien la question. Il y a écrit « Mon véhicule n'a pas de place arrière ». Donc on est dans la condition où ce véhicule ne dispose pas de place arrière. Est-ce que je peux transporter un adulte ? Alors ça oui, un adulte peut aller n'importe où, à l'avant, à l'arrière. En plus ici, l'airbag passager est activé. Donc oui. Est-ce que je peux transporter un enfant de 9 ans ? Bah oui, pourquoi ? Bah parce que mon véhicule n'a pas de place arrière. On est dans une des exceptions à la règle. Et en plus de ça, regardez, bah, l'airbag est activé. Donc, la réglementation, là, elle est totalement satisfaite. Est-ce que je peux placer un enfant sur un siège à coque face à la route ? Bah non. Alors déjà qu'on n'a pas le droit d'installer un siège à coque à l'avant face à la route, c'est dos à la route. Et en plus, regardez ici, bah, l'airbag passager est activé. Hein, donc on a 2 fois pas le droit. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et B. Alors clairement ici, c'était une question basique, une notion de cours basique. Donc si tu as eu faux à cette question, je t'encourage vivement à aller te former sur notre plateforme de formation ou ailleurs. Alors surtout, ne te dis pas « Ah ben, c'est pas grave, les examens blancs vont justement m'aider à apprendre le code ». Faux. Les examens blancs ne servent pas à apprendre le code. Les examens blancs servent à tester si tu as, oui ou non, assimilé le contenu pédagogique. Alors, quelle est la meilleure méthodologie pour passer le code ? C'est-à-dire, quelle est la meilleure méthodologie pédagogique ? Alors, tout d'abord, il va falloir apprendre les cours par thème. Hein. Vous savez, il y a aujourd'hui 10 thèmes avec la nouvelle réforme. Une fois que tu auras appris ces 10 thèmes et tous les contenus de ces 10 thèmes, alors tu pourras passer à des exercices d'entraînement par niveau de difficulté. Tout d'abord les exercices faciles, les exercices moyens et les exercices difficiles.
Une fois ce travail effectué, là, tu pourras t'exercer à faire des examens blancs. Surtout, ne pense pas que les examens blancs vont t'aider à apprendre. Ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens ratent leur code de la route. N'oubliez pas que le taux de réussite au code de la route est d'environ 60%. C'est-à-dire qu'il y a quasiment 40% des personnes qui échouent au code de la route, justement parce qu'ils n'ont pas la bonne méthodologie pédagogique. Donc ici, si tu t'es trompé à cette question, je t'encourage vivement à venir sur notre plateforme pédagogique et à participer à la formation. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 37. Je tourne à gauche, tout comme le véhicule en face. Je le croise en le contournant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je le croise en lui faisant face. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, tu dois savoir qu'il y a deux types de croisements. Il y a ce qu'on appelle le croisement en contournement et le croisement à l'indonésienne. Alors, en général, dans la plupart des cas, on va se croiser en se contournant. Donc, comme le montre la petite animation. Mais parfois, lorsque le marquage au sol l'indique, il va falloir tourner en se faisant face. C'est ce qu'on appelle le croisement à l'indonésienne. Donc ici, dans notre cas, il n'y a pas de marquage au sol qui indique un croisement à l'indonésienne. Alors, je croise par contournement. La bonne réponse ici sont les réponses A et D. Question numéro 38. Le permis B vous permet de conduire des véhicules de A. 9 places, B. 5 places. Alors il faut savoir qu'avec votre permis B, vous pouvez conduire des voitures disposant de 9 places, compris le conducteur. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 39. Je circule par temps de neige. Je suis dans l'obligation d'équiper mon véhicule d'un dispositif antidérapant amovible ou de pneus hiver. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, tant que tu n'as pas vu l'un de ces deux panneaux, tu n'es pas dans l'obligation d'équiper ton véhicule de chaîne ou de pneus hiver. Hein, qu'on s'entende bien. Et même si la route est enneigée. C'est mieux. C'est mieux, hein, d'avoir des chaînes ou des pneus hiver sur une route enneigée. Mais c'est vrai que t'es pas dans l'obligation d'en avoir tant que t'as pas vu l'un de ces deux panneaux. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 40. Ce pictogramme est un voyant. Réponse A, de plaquettes de frein. Réponse B, de liquide de freinage. Réponse C, de frein à main. Réponse D, de frein moteur.
Bon, encore une fois, c'est une question vraiment très simple, hein, de cours basique. Ça, c'est le pictogramme de plaquette de frein, tout simplement. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.